Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre 19h sur Réunion la Première. À la une ce soir, ça bouge sous le piton de la Fournaise. Plus de 800 séismes ont été enregistrés depuis ce matin. Les vacanciers et évidemment les scientifiques sont sur le qui-vive. Nous serons en direct avec Philippe Kowalski, le directeur adjoint de l'Observatoire. Si vous cherchez à louer une voiture en ce moment, ça risque d'être compliqué. En cause, les vacances scolaires et le Grand Raid. Mais cela ne suffit pas à rattraper le retard pris pendant la crise. Ce lundi 18 octobre, on tombe le masque dans la rue. Nouvelle mesure de désescalade. Mais pouvons-nous espérer la fin du masque en intérieur ? Jean-Marc Ollienne nous donnera quelques pistes. Les abeilles sont indispensables à notre écosystème et pourtant elles sont menacées par les changements climatiques. La mairie du Port a signé une charte qui l'engage à soutenir les actions de l'Union nationale de l'apiculture française. Et puis la saison des litchis, elle s'annonce plutôt bonne. Les vergers sont en fleurs, le litchi est déjà là. Le piton de la Fournaise sort de son sommeil à Caen. Les premières rougeurs, une crise sismique a démarré ce matin à 4h33. Les scientifiques sont en alerte, tout comme les curieux en cette période de vacances au Pas de Bellecombe. Le reportage de Laurent Pirotte et Laurent Josse. Éruption probable à brève échéance. Les indicateurs de l'Observatoire sont formels. Le magma se propage vers la surface. Julien et Sarah n'ont pas hésité un instant. Destination, le Pas de Bellecombe. On avait vu qu'il y avait l'alerte, du coup on a dit on va tenter d'aller le voir, on l'avait pas fait encore donc. Alors vous êtes venu en van, vous êtes prêt à dormir ici ? On est super prêt à dormir ici. 2 jours, 3 jours s'il le faut. S'il faut, on va attendre. Mais c'est pas vraiment un van, c'est un truc de location, on a mis un matelas dedans, donc c'est vraiment un spartiate, mais ça suffit pour voir un volcan. L'accès du public à la partie haute de l'enclos est interdit depuis ce matin, conséquence du dispositif hors sec déclenché par la préfecture. Mais au balcon du volcan, tous espèrent le réveil de Dame Fournaise. Si jamais il y a une éruption, on reviendra et puis il verra la différence entre le volcan qui est endormi et qui est réveillé. Pétra ou pétra pas ? Petra, hein ? Oui. Hein. On devait monter et faire le tour, mais du coup on nous a dit qu'il était il était en activité, donc du coup on a changé d'itinéraire. Il y avait les services de sécurité qui nous ont dit que c'était pas accessible, voilà. Donc du coup vous avez fait quoi ? On a fait la randonnée jusqu'à Sainte-Rose. Oui, voilà, jusqu'à Sainte-Rose du coup. On a profité tout autour, voilà. Avec un temps magnifique. Ouais. Déçu ? Bah non, pas du tout. On reviendra justement. Ce serait bien, ça serait chouette. Maintenant on va repartir, donc on verra peut-être pas forcément aujourd'hui, donc on reviendra sur l'occasion. Pas jeudi. C'est ça. Vous en pensez quoi les enfants ? On espère qu'il va péter, qu'on va le voir. En cette période de vacances scolaires, les nombreux randonneurs présents dans l'enclos ont été évacués ce matin. L'éruption se profilerait sur le flanc nord-nord-est du volcan, dans le secteur du Piton de Crac. Les dernières informations en direct concernant cette probable éruption avec vous. Philippe Kowalski, bonsoir. Vous êtes donc le directeur adjoint de l'Observatoire du Piton de la Fournaise. Depuis ce matin, nous sommes tenus en haleine. L'éruption est-elle imminente ? On ne peut pas le dire, malheureusement. En fait, tous les signes de la propagation du magma vers la surface sont là. Le magma progresse bien, mais atteindra-t-il la surface ? Nous ne sommes pas encore en mesure de le dire. Donc si le magma atteint la surface, où se situerait-elle cette éruption ? À basse altitude ? Alors c'est une possibilité effectivement, car l'activité sismique qu'on enregistre depuis ce matin a progressivement migré dans la partie est-nord-est de l'enclos, c'est-à-dire dans la zone du Piton de Crac, de la plaine des Osmondes. Et voilà, donc c'est donc une zone possible, c'est la zone la plus probable actuellement d'une éruption si elle se déclenchait maintenant. Est-ce qu'il pourrait aussi ne pas y avoir d'éruption du tout ? Alors tout à fait, c'est un scénario qu'on a déjà vu il y a environ un an, presque jour pour jour. C'était le 28 septembre 2020, où on a eu exactement le même scénario. Une crise sismique avec des séismes qui se sont propagés en direction du Piton de Crac, un petit peu plus au sud qu'aujourd'hui, mais vraiment dans la même zone. Et puis après 48 heures d'activité sismique, le magma s'est arrêté, l'activité a cessé, et puis on n'a pas observé d'éruption suite à cet épisode, et surtout pas dans cette zone-là. La suivante était de l'autre côté du volcan. Donc que disent les indicateurs ? La crise, elle a été constante depuis ce matin ?
Non. Bien sûr, la crise a été très intense dans la première heure ou dans les 2 premières heures. Et puis, en cours de journée, l'intensité s'est maintenue à un niveau un peu inférieur. Et puis, pour être franc, là, au cours des 2 dernières heures, l'activité est un cran en dessous. Donc, on ne sait pas. Mais cette activité n'a pas cessé et peut redémarrer n'importe quand. Donc, le piton de la Fournaise qui nous tient encore en haleine donc, ce soir. Merci beaucoup, Philippe Kowalski, d'avoir répondu à toutes nos questions. Prudence, ça reste le maître mot sur la route. Ce matin, le secteur du Cap Laoussé a été fermé à la circulation car un véhicule s'est retrouvé sur le toit après avoir fait plusieurs tonneaux. Une voiture, donc, c'était un peu avant Boucan-Canotte. Les images sont signées Thierry Chapuis. Selon les gendarmes, le conducteur roulait sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Et c'est pour sécuriser la falaise que la route de la plaine des Macs, cette fois, a été fermée à la circulation depuis ce lundi. Et pendant 2 semaines, dans ce quartier des Hauts-de-Saint-Louis, les habitants et les touristes vont devoir revoir leurs itinéraires. Daniel Bénard, Loïs Mussard. Depuis ce matin, la plaine des Macs s'est éloignée un peu plus du littoral. Le kilométrage indiqué au pied de l'église n'est provisoirement plus d'actualité. Voilà les habitants du village contraints et forcés d'emprunter un itinéraire de délestage pour rejoindre la rivière et Saint-Louis. Cette situation embarrassante devrait durer jusqu'au 29 octobre. Un changement d'habitude diversement apprécié. Ce matin, nous, quand on est descendu à 8h, effectivement, elle était déjà fermée. Ça nous a obligés à faire un trajet beaucoup plus long par Maison Rouge. Moi, je passe par Maison Rouge. D'ailleurs, je pense que tous les habitants des Macs vont passer par Maison Rouge. Un peu pour les gens, les touristes en tout cas, ils vont passer par Bellevue, donc ça va rallonger d'au moins 20 minutes leur trajet. Donc oui, c'est contraignant. Moi j'ai bien aimé passer par les champs de Cannes, monter tout droit vers la montagne, c'était agréable. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, donc pas de gros changements pour moi. Là. On a plus l'habitude, nous, de passer par Maison Rouge parce que le chemin est beaucoup plus rapide. Ça nous emmène directement quasiment à la route à la 4 voies au niveau du rond-point du Gol. À la rentrée avec les bus, parce que la route est bloquée carrément. Les bus, tout ça, pour Maison Rouge, ça va être la galère, c'est sûr. Donc en plus, même les filles à l'école à la rivière, le bus du collège doit redescendre sur Saint-Louis pour remonter. Donc les enfants arrivent ici en retard. Le cœur du problème, le voici. Nous sommes sur la RD3, au niveau du PR 160. Des travaux d'entretien récemment réalisés ont révélé la présence de 2 zones instables à traiter en urgence. Le rapport du BRGM préconise une intervention sur ces zones sensibles. Il y a 2 compartiments qui sont instables, donc il y aura lieu de purger ces zones. Si les blocs partent à la canne, il n'y a pas de souci, ce sera terminé rapidement. Dans le cas contraire, on va peut-être aussi procéder à des clouages ou même à des fractionnements suivant le dimensionnement. Mais ces fractionnements et ces clouages seront dimensionnés par un bureau d'études spécialisé en la matière. Ce sont environ 40 mètres cubes de roches qui seront détachés de la falaise. Aussi, ce matin, l'heure était à la préparation du chantier et à la sécurisation de la chaussée avec la mise en place d'un tapis protecteur. Les travaux de purge démarreront demain. En attendant la fin des opérations, les automobilistes devront emprunter la route de Bellevue. Des travaux effectués pendant les vacances où il y a normalement moins de trafic. Paradoxalement, c'est aussi à cette période que les loueurs de voitures ont le plus de travail. Entre vacances scolaires et grands raids, dans les agences en ce moment, il n'y a plus beaucoup de véhicules disponibles. C'est ce qu'ont constaté Jean-Claude Toyer et Willy Thévenin. Difficile actuellement de trouver un véhicule à louer. Cette agence affiche un planning complet jusqu'à la fin de l'année. L'assouplissement des mesures sanitaires, les vacances, le grand raid pour ce week-end qui fait qu'il y a une effervescence de location, limite on est presque en pénurie si on peut se permettre. Et ça va aller au moins jusqu'au mois de décembre de cette année. Une situation qui réjouit les professionnels. Mais attention, disent-ils, cette embellie passagère n'est qu'un trompe-l'œil. La réalité est beaucoup moins réjouissante. Il ne faut surtout pas oublier aussi qu'on revient d'1 an et demi, voire de 2 ans de crise qu'on connaît tous, la crise Covid, qui a fait énormément de dégâts, qui nous a obligés de réduire nos parcs automobiles de plus d'1 tiers, quasiment de moitié. La crise a fortement affaibli la profession et qu'aujourd'hui, au niveau de la trésorerie et du bien-être financier des entreprises, c'est très compliqué. Mais si les véhicules sont rares, c'est aussi parce qu'avec la crise, l'ensemble des loueurs ont dû vendre 3000 de leurs voitures pour réduire leurs charges.
Et aujourd'hui, avec la pénurie de véhicules neufs due au manque de composants électroniques, les loueurs ne peuvent plus renouveler leur parc. Les plus optimistes estiment que la profession ne retrouvera pas une bonne santé financière avant fin 2023. Et en ce moment, il y a un peu plus de monde dans l'Ouest. Vacances, assouplissement des mesures sanitaires et beau temps, tous les ingrédients sont réunis pour passer du bon temps à la plage, dans les restaurants. Mais à Saint-Gilles aussi, on reste quand même assez prudent. Thierry Chapuis. Après une semaine de vacances, les commerçants de Boucan et Saint-Gilles constatent un certain redémarrage de l'activité. Mais il n'est pas le même pour tout le monde. Ça reprend tout doucement, je vais dire, mais ce n'est pas encore vraiment le monde qu'on a habituellement, surtout pendant les vacances. Beaucoup de monde là, en ce moment. Un petit peu d'étrangers et surtout beaucoup d'étudiants qui sont là toute la journée. Ça fait du bien de voir du monde, un peu plus respirer aussi. Voilà, de trouver le sourire sur les visages, ça fait du bien. En effet, à partir de ce jour, les masques ne sont plus obligatoires sur la voie publique, sauf zone de forte fréquentation, ce qui n'était pas le cas des plages ce matin. On peut respirer, enfin. On va pouvoir bien décompresser maintenant. Ah, c'est ça, oui. On va pouvoir sortir et bien profiter de notre vacances, quoi. Là, ils nous lâchent pendant un temps, mais je pense que ça va vite revenir. C'est un soulagement, oui, effectivement. Parce qu'avec ce masque, quand il fait chaud, c'est vraiment très, très désagréable. Et on ne sait pas ce qu'on respire aussi avec ce masque à l'intérieur. Le masque reste obligatoire pour les lieux clos et le pass sanitaire pour aller au restaurant. Les pique-niques, eux, sont réautorisés dans la limite de 10 personnes. Effectivement, depuis ce lundi, le masque tombe en extérieur. Il n'est plus obligatoire dans les lieux publics. Une mesure qui fait écho à la fin de l'état d'urgence sanitaire, signe que la situation s'améliore. Les Réunionnais retrouvent le sourire à Saint-Pierre. Le reportage de Laurent Pirotte et Laurent Josse. Démasqués, délivrés, depuis ce matin, les Réunionnais tombent le masque. Plus d'obligations sur le domaine public comme la ville, la plage ou encore les parcs. Est-ce que vous savez que le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui ? Ah bon ? Non, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout, c'est super ça fait plaisir. On se sent un peu plus libre. C'est que le masque, c'est pénible, quoi. On se cache derrière un masque. Étant moi-même aide-soignante en EHPAD, on n'a qu'une envie aujourd'hui, c'est de faire tomber les masques, quoi. Ouais. Et montrer nos visages. Évolution, libération face à cet accessoire sanitaire qui envahit notre quotidien depuis maintenant de longs mois. Ça fait du bien, ouais. Ouais, ça change parce que du coup on a été habitué à porter le masque en ville. Enfin moi je trouvais pas trop l'utilité, mais bon. Mais là du coup s'il n'y a plus le masque en ville, c'est cool. Ça vous fait pas bizarre de revoir les visages ? Oh vous êtes reconnus, c'est bon ? Ça va. C'est bon, c'est la bonne, nickel. C'est un bien. En espérant que la pandémie sera terminée. Si beaucoup sont soulagés, l'épidémie est toujours là et certains restent alertes. Toujours me protéger, quoi. Par rapport, comme je suis prof de danse, donc je me protège et je protège les autres. J'ai un masque de celui-là. Ah, voilà. Ça c'est le masque qu'on peut porter alors. Là d'où je viens, oui, ça me sert. Un adoucissement, mais attention, le port du masque en extérieur reste obligatoire dans les fêtes foraines, les brocantes ou encore les marchés forains. Vous venez de l'entendre, il y a donc encore quelques subtilités. Va-t-on vers une suppression totale de l'obligation du port du masque ? Bonsoir Jean-Marc Collier. On en est encore loin. Oui, évidemment, on aimerait tous dire adieu à ce masque qui nous enquiquine depuis l'année dernière. Mais c'est vrai, alors il faut rappeler d'abord qu'il reste obligatoire dans les lieux fermés, évidemment, dans les autobus, au travail, au bureau, dans les salles de spectacle, dans les commerces. Il reste aussi obligatoire, on vient de l'entendre, dans les lieux ouverts, là où il ne peut pas y avoir une distanciation, on ne peut pas respecter une distanciation de 2 mètres. Ce sont effectivement les fêtes foraines, les marchés. Et puis, il y a certains spécialistes qui nous disent aujourd'hui qu'il faudrait continuer à porter le masque dès qu'il y a un peu de vent. Il y a des chercheurs de l'université de Bombay en Inde qui ont établi qu'une toute petite brise en direction de quelqu'un qui est en train de tousser, eh bien, ça va faire augmenter de 20% la propagation du virus. Donc prudence quand il y a du vent. Ouais, alors Jean-Marc, quelles sont les prochaines étapes prévues pour la levée de l'obligation du masque ? Alors la prochaine étape, c'est lundi prochain.
à la fin des vacances, la rentrée des classes, les enfants ne devront plus porter le masque à l'école, on l'a dit. Le ministre Blanquer a aussi indiqué que ça pourrait être valable pour les collégiens dans les prochaines semaines. Il avait parlé de fin octobre ou le mois de novembre si la situation continue à s'améliorer. Mais là aussi, certains spécialistes sont très réticents. Le professeur Flao, qu'on connaît bien à La Réunion, a co-signé une tribune dans l'Express où il trouve que c'est très risqué de tomber le masque pour les enfants parce qu'ils ne sont pas vaccinés et il craint que les écoles deviennent l'incubateur d'une nouvelle vague épidémique. Heureusement, ça ne se vérifie pas pour le moment dans les départements où le port du masque n'est déjà plus obligatoire dans les écoles. Une autre étape pourrait aussi concerner les lieux soumis actuellement au pass sanitaire. Oui, comme par exemple dans le département de l'Hérault depuis ce week-end ou dans le département de la Gironde. Dans ces départements, effectivement, on ne doit plus porter le masque dans les lieux soumis au pass sanitaire, dans les salles de spectacle, par exemple dans les musées ou dans les galeries commerciales qui étaient soumises au pass sanitaire. Mais pour le moment, aucune date n'est envisagée à La Réunion pour cette nouvelle étape. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est évident que la fin de l'obligation du masque, elle va continuer à être progressive. Et on peut aussi penser que le masque ne disparaîtra jamais complètement. Oui, on peut penser en fait que le masque est en train de rentrer dans les mœurs, que certains sans doute continueront à le porter même quand la pandémie sera terminée. Par exemple, quand ils iront dans les transports en commun pour éviter d'attraper un virus, pour éviter d'attraper la grippe, ou dans la rue, comme on le voyait déjà depuis longtemps dans les pays d'Asie. Ça faisait un peu sourire, ça étonnait. Mais aujourd'hui, le monde entier a appris à porter le masque et certains continueront sans doute à le porter, même lorsque cette épidémie sera derrière nous. Merci beaucoup Jean-Marc. Tout autre sujet, on s'intéresse ce soir aux abeilles, indispensables à la vie, mais les changements climatiques sèment la panique. L'année 2021 a été la pire pour les apiculteurs français qui ont vu leur production divisée par 3. L'Union nationale de l'apiculture est actuellement dans l'île pour rendre visite aux professionnels et renforcer son soutien avec la ville du port. Les explications de Michel Bertil et Alix Catherine. La saison des baies roses terminée, les butineuses préparent une mielée de fleurs qui sera récoltée en novembre. Les 7 ruches municipales ont pris des couleurs grâce aux enfants des écoles et elles font aujourd'hui la fierté du maire. Le port a été en 2012 la première commune d'outre-mer à s'impliquer dans le programme d'abeilles, sentinelle de l'environnement. Aujourd'hui, on construit, notamment au port, des maisons, des routes, des bâtiments, mais on a pris l'engagement parallèlement de préserver notre environnement. Dans cette charte qui est symbolique, mais c'est aussi des engagements d'avoir des ruches, d'avoir des abeilles et d'avoir du miel au port. D'autres communes emboîteraient le pas à la ville du port. Une prise de conscience saluée par l'Union nationale de l'apiculture française. Un peu partout dans le monde, les populations d'abeilles sont en déclin. Perte de biodiversité, parasites, pesticides et dérèglements climatiques en raison de l'insecte pollinisateur indispensable à l'équilibre des écosystèmes. Je trouve qu'à La Réunion, justement, vous avez pris conscience de cela, je trouve, et vous faites de grands plans de replantation de forêts avec des endémiques, etc. et tout. C'est magnifique, franchement, vous êtes un exemple. J'aimerais, moi, qu'en métropole, il y ait de nouveau des vrais plans de replantation. Alors, nous, on essaie de monter des pépinières d'arbres, d'arbustes apicoles, mais c'est l'avenir. Un avenir qui repose sur les épaules de 150 apiculteurs qui récoltent en moyenne 200 tonnes de miel chaque année. Une production qui pourrait être multipliée par 2 si elle n'est pas contrariée par les aléas. Jusqu'en 2017, on se disait, voilà, on est un peu à l'abri de cela. Bon, bien qu'on ait connu en 2006, avec la lutte antivectorielle contre le chikungunya, donc la perte de 50% de notre cheptel, ce qui est énorme. Ça a été reconnu par l'État, puisqu'on a été indemnisé pour cela. Et en 2009, l'introduction de la mouche bleue, donc c'est on va dire des coups de semonce. En 2017, l'arrivée de varroa, c'était vraiment un coup très dur. Et là, on a perdu dans l'ouest, par exemple au port, 60% du cheptel. Les apiculteurs ont fait du bon travail, reconnaît le syndicat. Ils ont réussi, avec l'aide de 300 000 € du département, à reconstituer les cheptels. Une collectivité qui continue, comme d'autres aujourd'hui, à soutenir la filière apicole. Ça sent la fin de l'année dans les vergers. Le fruit star des fêtes, le litchi, va bientôt débarquer. La saison s'annonce plutôt bonne. Si le facteur climatique, là aussi, ne vient pas jouer les troubles fêtes. Reportage à Saint-Benoît, Jean-Claude Toyer et Willy Thévenin. Sur les 6 hectares de pieds de litchi de François Voulama, c'est pour l'instant la couleur verte qui domine. Car ici, à 150 mètres d'altitude, la pousse est un petit peu plus lente qu'au niveau du littoral. Il faut attendre environ 4 semaines
avant que les fruits ne fassent ployer les branches. Selon le producteur, les conditions sont a priori réunies pour espérer une bonne récolte si la météo ne se dégrade pas. On peut avoir un coup de sécheresse ou un coup de vent. Il ne faut pas oublier qu'on va être au mois de novembre, le mois de décembre. C'est la période des saisons cycloniques. Mais si ça continue comme ça, si on n'a pas d'autres phénomènes climatiques, théoriquement, on devrait faire une récolte normale. Là, ça commence à plonger. Aujourd'hui, tous les laitiers sont encore en hauteur, c'est-à-dire les branches ne sont pas encore plongées. Quand ça commence à plonger, là, on peut dire qu'on pourra faire une estimation. Trop tôt donc pour estimer la production, mais François espère récolter 70 à 80 tonnes cette année. 80% de sa production est destinée à l'export et le producteur a quelques inquiétudes quant à la capacité du fret aérien dans un contexte de crise sanitaire. C'est sûr qu'il y aura du fret, mais quelle quantité, à quel niveau, est-ce qu'à un moment donné, on ne sera pas coincé? Parce qu'il y aura les litchis, les ananas aussi qui ne sont pas mauvais cette année. Ça va arriver en même temps au mois de décembre. L'autre inquiétude concerne le manque de main-d'œuvre, un problème récurrent dans la filière. François emploie entre 30 et 35 personnes au plus fort de la récolte. Pas de litchi dans leur plat, mais des produits frais au menu pour les marmailles qui participent à des ateliers culinaires. Une manifestation organisée à l'AFPAR de Saint-André par plusieurs associations. Les enfants s'initient à la cuisine d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, escale à Madagascar avec Florence Bouchou et Thierry Chenaillé. On relève les manches et on enfile la toque et le tablier. C'est parti pour une semaine de visite gustative à travers les îles Vanille. Ces enfants vont profiter de Respiration Vacances pour apprendre des recettes qu'ils pourront ensuite partager avec ceux qu'ils aiment. Nous avons réuni des enfants dont les familles sont accompagnées par 3 associations, le CEVIF, Affect et Femmes Solidaires. Il nous tenait à cœur, dans le cadre du dispositif Respiration, de permettre à ces enfants d'accéder à un programme gastronomique, mais aussi culinaire, historique, puisque c'est l'occasion d'accéder à l'histoire et au patrimoine de notre île. Réunion Rougaï-Chevaquine et direction Madagascar, Roumazav de poulet. L'idée de Kéliana semble faire mouche. Découverte, mais équilibre garanti dans l'assiette. Oui, je découvre les plats de Madagascar. On apprend aussi les mots de Madagascar. On apprend aussi ce qu'il y a dans la Réunion qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Roumazav, ça veut dire quoi, tu sais? Alors, ça veut dire... bouillon clair. Il faut réussir à les faire manger. C'est vrai que les enfants ne sont pas très simples, mais justement l'important c'est qu'aujourd'hui ils apprennent à reconnaître des produits qu'on trouve dans les marchés. Donc là on a appris les variétés de bread qui existent à La Réunion, ce qu'on va mettre dans le roumazav. Le chevaquine, c'est des produits qui ne sont pas très souvent mangés par les enfants. On va essayer de leur faire manger aujourd'hui et je suis persuadée qu'ils vont le manger. Jeudi, place à la pâtisserie. Un dessert sera concocté par un chef pâtissier de Rodrigue. L'ADOM et le Pôle emploi resserrent leurs liens. Une convention a été signée aujourd'hui pour permettre de parfaire le parcours connaissance des bénéficiaires en les accompagnant notamment dans la mobilité. On retrouve Florence Bouchou et Thierry Chenaillé. Dans les Outre-mer, ce sont 3000 demandeurs d'emploi qui bénéficient du suivi de l'ADOM pour les accompagner. 1000 demandeurs d'emploi rien qu'à La Réunion. La convention signée aujourd'hui devrait permettre de compléter le bagage de compétences des bénéficiaires de l'ADOM et de Pôle emploi. Accompagnement en métropole, mais aussi retour de ceux qui effectuent un parcours de formation. Il s'agit avec l'ADOM de compléter notre expertise, c'est-à-dire que l'ADOM peut accompagner justement les demandeurs d'emploi vers un projet de mobilité en métropole, tandis que nous, Pôle emploi, nous pouvons justement accompagner des demandeurs d'emploi qui veulent faire cet effort pour aller se former en métropole et revenir ici à La Réunion pour exercer l'activité qu'ils auront appris justement en formation. Nous allons permettre à tous nos bénéficiaires d'avoir accès au panel de formation de Pôle emploi, donc avec une offre plus importante, aussi bien qualitative que quantitative. Ça, c'est quand même très important. Deuxièmement, maintenant, sur la question du recrutement, vous voyez bien que plus nos bénéficiaires vont choisir des formations qui répondent à des besoins du territoire, plus ils auront la chance d'être embauchés. C'est plutôt des formations qui n'existent pas sur le territoire de La Réunion ou qui sont saturées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place.
Et avec le partenaire Pôle emploi, on s'attache à les accompagner sur des formations sur le territoire national ou ailleurs sur le reste. À La Réunion, les secteurs qui recherchent le plus d'employés ou de salariés sont le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration et le commerce. Viennent ensuite le transport et, comme partout, les secteurs santé et services à la personne. Les proches de Nicolas Sarkozy devant la justice à partir d'aujourd'hui. C'est le début du procès de l'affaire des sondages de l'Élysée. Parmi les prévenus, Claude Guéant ou encore l'ancien conseiller du président Patrick Buisson. Les faits remontent à 2007. Plusieurs millions d'euros d'enquête d'opinion avaient été commandés sur différents sujets. Eh bien, la justice soupçonne qu'il y ait eu des irrégularités. Benjamin Delombre. Une partie de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, au tribunal aujourd'hui. L'ancien secrétaire général du Palais, Claude Guéant, et Emmanuelle Mignon, l'ex-directrice de cabinet, entre autres, sont jugés pour détournement de fonds publics par négligence. Entre 2007 et 2012, ils auraient commandé pour plusieurs millions d'euros de sondages, notamment à la société de Patrick Buisson, le conseiller de l'ombre du chef de l'État. Selon l'association Anticorps qui a porté plainte, ces sondages ont été commandés au mépris des règles d'appel d'offres et des marchés publics. Le non-respect des marchés publics, c'est quelque chose qui est extrêmement grave parce que, d'une part, cela conduit généralement à une gabegie d'argent public immense. Ici, on parle de marchés publics à hauteur de 4,7 millions d'euros, donc ce sont des sommes hyper importantes. Et on arrive aussi généralement à privilégier un cercle proche, amical ou professionnel. Ce qui a attiré l'attention de l'association, c'est aussi l'objet de certains de ces sondages. L'image du couple Sarkozy dans l'opinion, ou encore la cote de popularité de Dominique Strauss-Kahn, alors possible adversaire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012. Pour l'avocat de Claude Guéant, ce n'est pas son client qui a pris l'initiative de lancer ses études, mais bien l'ancien chef de l'État qui, lui, n'est pas poursuivi, protégé par son immunité présidentielle. Aujourd'hui, on sait que le président ne peut pas être jugé, c'est la Constitution qui le dit. Mais Claude Guéant, lui, est jugé pour des actes qu'il a exécutés sur instruction du président de la République. Donc c'est quand même un contournement de la Constitution, me semble-t-il. Dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui, Claude Guéant et Emmanuelle Mignon risquent 2 ans d'emprisonnement. Patrick Buisson, 7 ans. Le Premier ministre Jean Castex est en visite au Vatican où il s'est entretenu ce matin avec le pape François. C'était un rendez-vous prévu de longue date mais qui intervient après l'onde de choc du rapport Sauvé sur l'ampleur de la pédophilie au sein de l'Église française. Un travail courageux pour le souverain pontife. L'ancien secrétaire d'État sous George W. Bush, Colin Powell, est décédé à l'âge de 84 ans de complications liées au Covid, a annoncé sa famille ce lundi. Colin Powell a été le premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence de George W. Bush. Il était en poste pendant les attentats du 11 septembre 2001 et le début de la guerre en Irak. En sport maintenant, un Réunionnais à la une du journal L'Équipe aujourd'hui, Dimitri Payet, le boss, car c'est un véritable récital qu'il a mené avec l'OM face à Lorient hier soir en Ligue 1, un match qui a débuté par un nouvel hommage rendu à Bernard Tapie. 3 générations étaient présentes pour donner le coup d'envoi. Son fils Stéphane, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Et sur le plan sportif, l'OM n'a donc pas fait de détails face à Lorient. Les Bretons avaient pourtant ouvert le score, mais grâce à Payet, un Payet des grands soirs, Marseille a pris le large en deuxième mi-temps. Score final 4-1 pour l'OM, ce qui permet à Marseille de remonter sur le podium une semaine avant le match contre le PSG. L'événement sportif de la semaine chez nous, c'est le Grand Raid et nous sommes à 3 jours du top départ. Il y en a une qui est prête à faire des étincelles sur la diagonale. Géraldine Lachapelle vise un podium. Elle avait fini 4e féminine en 2019. Son portrait avec Henri-Claude Elma et Laurent Figon. Le maillot n'est pas jaune, normal, Géraldine Lachapelle est plutôt discrète sur ses ambitions dans ce grand raid. À une semaine du départ, pas de grosse sortie en montagne. Et là c'est parti pour 2 heures, 30 km. Une boucle, au départ de la forêt de l'Étang Salé en passant par Saint-Leu, juste des petits parcours de petits efforts pour occuper un corps qui commence, dit-elle, à s'agiter à l'approche de l'événement. Pour que, en fin de compte, tout ça, l'entraînement qu'on a fait, pour dire comprendre le corps que la quête de choisir arrive bientôt. Sois un petit peu patient, après nous part là.
ou entraîner toute l'année. Et là, nous, ça va faire plaisir à nous maintenant. Se faire plaisir, car Géraldine Lachapelle, la 4e féminine du Grand Raid 2019, se sent bien, a de bonnes sensations à quelques jours du départ. Là, on voit que, que la forme est là. Ils déroulent bien tout, les gaillards, bonne sensation tout. Par rapport aux autres années, parce qu'on suit à elle, par rapport aux autres années, comment on voit ça ou là? C'est dur à dire parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de course. Alors ça, c'est le gros point compliqué. Donc je suppose qu'elle n'a pas trop de repères. Mais bon, la forme a l'air d'être là. Et puis l'entraînement s'est jamais arrêté. Et il ne s'arrêtera pas ce jour-là avec la sortie vélo. Elle sera doublée d'un petit 10 km de course à pied. C'est beaucoup de sacrifices, il fait mal, mais nous ça va quand même. Nous connaissons que il y a un petit truc qui attend nous quand même. Et c'est quoi ce petit truc? Ce petit truc, de progresser toujours de 1 heure chaque année. De monter, d'avoir l'expérience, d'avoir un moral d'acier, le corps, les forts quoi. Le corps, la montagne, c'est pas un jeu, du coup, tout le temps, faut être dedans, faut connaître, faut pleurer, faut tout connaître. Parmi ces personnes figurent ses filles. En ces temps de virus, elle a réussi à leur transmettre celui du trail et de la randonnée. L'une d'elles vient de terminer 3e de sa première course. Pas encore couronnée, mais ça viendra. Mais peut-être après leur mère qui voudrait être sur la ligne d'arrivée, la première féminine locale. Gros bisous. Et pas de grand raid sans les bénévoles. À 3 jours de l'événement, est-ce que tout est prêt? Marie-Paul Abrisca est chef de poste de l'accueil, arrivée et de la remise des médailles. Elle sera l'invitée de la matinale ce mardi sur Réunion la Première, radio, télé et en Facebook Live, juste après le journal donc de 7h. Direction l'Afrique maintenant, où s'est ouvert samedi à Ouagadougou la 27e édition du FESPACO. Pendant 8 jours, le plus grand festival du cinéma africain et de sa diaspora célèbre dans la capitale du Burkina Faso le 7e art, avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays. Un Réunionnais est nominé, Laurent Pantaleon, pour son court-métrage Mada ou l'histoire du premier homme. Un autre Réunionnais lui est nominé dans la catégorie du meilleur acteur de la diaspora pour les Sotigui Awards. Il s'agit de Christophe Sautron, alias Kenlo Primat, pour son interprétation dans le long métrage Zamal Paradise. Et ils sont en direct avec nous ce soir. Messieurs, bonsoir. L'Afrique, donc, il reconnaît la Réunion comme faisant partie de sa diaspora. Première question, pour vous autres deux. Qu'est-ce que ça fait à Zot d'être là-bas? Contentement. Ah, la coupée là, non? Non, les bons, il y a Zot. Ah, ok, comme nous ne voit plus rien, mais contentement dans le cœur, nous les contents de pouvoir déjà looker des films africains. Hier, nous avions gardé un film, Tes causes en plus en créole, un film haïtien, et que nous n'avions pas besoin de lire le bon sous-titre et de se dire que un film cause créole au cinéma burkina, qui est le cinéma, c'est un peu la messe du cinéma africain. C'était la réalisatrice justement haïtienne que tu as dit, comme nous l'est au centre du monde, c'est pas seulement la messe du cinéma africain, mais c'est la messe du cinéma mondial. Et en plus que ça, accessible, c'est-à-dire que nous peut accéder au film et accéder à faire un causé ensemble le monde que l'a fait et sans barrière. Nous peut être à côté et échange ensemble en tant que réal, en tant qu'acteur, en tant que monde de la diaspora et faisant partie des réalisateurs présents au FESPACO. Dans votre film, justement, Laurent Pantaleon insiste sur le fait que la Réunion, il doit raconter son histoire par lui-même. Explique-nous. Oui, mais moi, je crois que ce n'est pas une spécificité réunionnaise. Mais je crois que tout le monde y raconte cette histoire par eux-mêmes. Quand on regarde le bon film français, ils racontent cette histoire. Ils racontent, ils chassent le lion. Après, il serait gaillard que le lion lui raconte son histoire et que ce n'est pas le chasseur qui raconte les histoires. Voilà. Et puis, même si pour nous, bonne marmaille, les gaillards, que le bon marmaille, nous, bonne marmaille, il connaît de bonnes histoires. Mais je crois qu'il coule de sens. Il est un garçon que l'est en terminale et au programme, il est l'histoire. Donc, je crois qu'il est important que nous connaissions notre histoire. Voilà. Et je répète, je ne pense pas que c'est une spécificité réunionnaise. C'est juste qu'il faut que les affaires les évidentes.
et qu'il ne faut pas nous laisser de monde qui descend la mer et raconte nos histoires pour nous. Une question pour Ken Lo, justement, que les nommer dans la catégorie des meilleurs acteurs. Ici, Demoun, il peut participer aussi pour votre pou? Oui, il peut. Après, il faut savoir qu'ici, il y a quand même des acteurs que les très, très connus, en notoriété, tout ça. Après, pour voter, voilà, c'est juste, il faut aller sur le Facebook du Sotigui, accéder à notre site internet et à partir de là, il peut voter. Mais il y en a différents prix. Ça, c'est en ce qui concerne le prix du public, c'est par vote. Après, il y en a d'autres prix, le Sotigui d'or, où c'est vraiment le meilleur acteur de l'Afrique. Et il est aussi dans la catégorie diaspora, où là, c'est meilleur acteur de la diaspora. Et justement, voilà. Même question que Laurent, où que ça il fait à où d'être là-bas? Ben, moi, c'est une première d'être déjà sur le continent africain et de découvrir la ville de Ouagadougou. C'est une première. Et forcément, les très, très puissant émotionnellement. C'est une fierté aussi? C'est assez fort. Comment? C'est une fierté aussi? Oui, c'est une fierté parce que nous avons travaillé dur. On a travaillé vraiment très dur le jeu d'acteur et d'être reconnu sur le continent africain comme faisant partie des meilleurs acteurs d'ici. Ça nous du bien. Et là, sur les images, tu vois, nous sommes bonnes jeunes là-bas. On a apprécié notre travail. Nous sommes une reconnaissance de l'Afrique par rapport à ce que nous avons effectué comme travail. Et ça n'a pas de prix. Merci Azot et bonne chance évidemment à tous les deux. Merci beaucoup, au revoir. Un voyage musical pour finir avec Shakiress et le groupe Oulanga, des artistes de la Réunion aux horizons sonores multiples, une formation qui présente un tout nouvel album cette semaine, album que le groupe espère faire découvrir sur les plateformes internet et jouer sur les scènes réunionnaises et même au-delà. Marie-Ange Roissati. Téléchargeable sur 13 plateformes dédiées à la musique, accessible sur 200 territoires dans le monde, le nouvel album de Shakiress et la formation Oulanga, c'est un voyage. Le fruit d'un travail de résidence à la Cité des Arts, entre autres. Un album qui réunit toutes les influences des civilisations de l'océan Indien. On a fait rassembler des artistes venant d'horizons différents, de Madagascar, des Comores, Mayotte et La Réunion, et aussi à Métropole. Et du coup, on voulait justement miser sur le mélange de techniques et de sonorités différentes, un mélange des cultures bantoues, swahili, arabes et occidentales aussi. Donc, c'est notre univers. Shakiress a un projet qui lui tient à cœur. Exporter sa musique. Avec son groupe, ils envisagent une tournée en Afrique au mois de décembre. Ils sont invités au Congo. 6 dates à Brazzaville et alentours pour présenter le nouvel album. C'est le 7e pour Shakiress. C'est un rendez-vous panafricain, mais qui réunit aussi des artistes venant des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de la France et aussi de l'Inde. Donc nous, on veut faire en sorte qu'on soit dans ce rendez-vous-là. Bien sûr que ce genre de rendez-vous a besoin d'un soutien, donc on compte avoir un soutien financier. Shakiress a sollicité la région. Dans ses chansons en malgache, swahili, français, il parle de l'esclavage ou des difficultés d'aujourd'hui. Comme ce titre, inspiré par l'enfant diabétique d'un de ses amis, il dédie la chanson à tous ceux qui souffrent du diabète. Une vie d'enfant, une vie des rires, une vie meilleure, une vie sans tourment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Vanessa Lioni. L'info revient demain dès 5h en radio. À 12h30, vous retrouverez Pascal Souprayen. Moi, je vous donne rendez-vous à 19h. Très belle soirée à vous. L'information continue sur notre site internet lapremière.re.